Voilà, il est 17 heures. Je vous accueille à la Foire du Livre de Bruxelles et je vous remercie de nous rejoindre sur ce Zoom qu'on a tellement utilisé ces derniers mois et qui nous permet heureusement de réunir Jean-Luc Rarimana, je savais que j'allais en rater un, qui est à Lisbonne, Gerda qui est à Paris et Marilou qui est à Bruxelles, et vous tous qui allez nous écouter derrière votre écran. Deux petites précisions, c'est enregistré, donc vous pourrez revoir cette rencontre dans quelques jours sur les chaînes YouTube de la Foire du Livre de Bruxelles et à votre aise jusqu'à la fin de l'année. Par ailleurs, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous pouvez vous adresser individuellement à l'un de nos intervenants ou à l'ensemble des intervenants. Voilà, je vous souhaite une très belle rencontre. Mythologie des îles, ça fait rêver. Et je cède la parole à Marilou Nazaire. À tout à l'heure, vous en avez pour 45 minutes de plaisir. Merci Christine. Bien, bonsoir à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'animer cette rencontre avec deux auteurs flamboyants, Gerda Cadostin et Jean-Luc Raharimanana. Bonsoir à vous, Gerda, Jean-Luc, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Marie. Voilà, notre thème d'aujourd'hui, comme le disait Christine, c'est mythologie des îles. Aussi, nous allons naviguer entre vos deux univers respectifs, entre les mythes et les réalités de vos îles respectives aussi. Et nous allons envisager peut-être les liens possibles ou les liens fantasmés entre Haïti et Madagascar et avec le reste du monde sans doute. Nous le ferons surtout à partir des textes que vous venez de publier tous les deux aux éditions Mémoire d'Encrier. Il s'agit pour vous, Gerda, de Laisse folie courir et pour vous, Jean-Luc, de Tisser. Alors, je vais faire quelques mots de présentation et puis je propose qu'on se lance dans le vif du sujet. Comme le disait Christine, toutes les questions sont les bienvenues, s'il vous plaît, via le chat. Donc n'hésitez pas et on essaiera de les traiter au fil de l'eau. Alors, je commence par les femmes. Gerda Cadostin, vous êtes haïtienne et bien que vous viviez en France depuis une quarantaine d'années, vous êtes toujours très habitée par votre île et particulièrement par le lieu où vous avez grandi dans le département de l'Artibonite. Vous êtes une boulimique de la vie, si j'ai bien compris, une fonceuse. Vous accumulez les parcours de formation à l'université et ailleurs. Et si Laisse folie courir est votre premier roman, ça fait déjà un certain temps que vous travaillez dessus, si je ne me trompe. Jean-Luc Raharimanana, quant à vous, vous êtes originaire d'une autre île, Madagascar. Vous venez de Tananarive et vous vivez en France depuis une trentaine d'années, mais vous voyagez beaucoup, me semble-t-il. Vous êtes un écrivain, mais pas uniquement. Vous êtes un artiste aux multiples facettes. Vous vous produisez régulièrement sur scène et en littérature, vous touchez un peu à tous les genres, ou en tout cas à beaucoup de genres, du roman aux essais, en passant par la poésie ou le théâtre. Et Tisser est votre 19e livre publié, si j'ai bien retenu. Je propose qu'on lance le débat justement sur Tisser. C'est un texte sans frontières entre fables et essais philosophiques. Vous y renouez avec l'enfant conteur que vous avez été, m'avez-vous dit. Et vous nous racontez en fait des contes malgaches, pas uniquement des contes, hein, vous développez toute une réflexion, mais vous utilisez les contes pour nous pousser à remettre en question finalement des absurdités collectives, pour nous rappeler l'importance d'un tissage justement comme œuvre collective pour construire ou reconstruire le monde. Et vous abordez des sujets historiques et politiques, du colonialisme et ses dérivés actuels, à l'hyperconsumérisme, en passant par le rapport de l'homme à la terre. En quoi est-ce que les mythes et légendes malgaches ont nourri votre côté engagé? Dans la mesure où... Bonjour d'abord à tout le monde.
En quoi les mythes et légendes? Dans la mesure où les mythes, en fait, comportent déjà beaucoup de thèmes de l'humanité, beaucoup de thèmes de l'être humain, beaucoup de thèmes aussi de la création du monde et de la gestion du monde. Il était clair pour moi que rentrer dans le mythe, c'est regarder le monde à travers le temps. Et notre temps d'aujourd'hui n'est pas coupé du temps d'hier et ne sera pas coupé du temps de demain. Et ce qui fait que je me dis que ce que nous traversons aujourd'hui, eh bien, ça va continuer dans le flux de la vie, dans le flux des siècles. Et à partir de là, comment nous les vivants, nous avons hérité des morts et comment nous allons devenir aussi des ancêtres plus tard. Et qu'est-ce que nous allons laisser, quels sont nos choix et, et, et ces questions-là se posent vraiment à partir du moment où vous vous dites il y a l'état du monde, il y a l'état de la société où vous vous trouvez. Et si vous allez répondre à ces grandes questions de l'humanité, ben, comment vous allez tisser votre propre mythe, vos propres histoires, parce qu'il y a aussi énormément de mythes. On peut par exemple, dans Tissage, à chaque fois, je regarde comment les femmes racontent les mythes et comment les hommes racontent les mythes. Et c'est pas du tout la même chose. Et à ce moment-là, vous-même, qu'est-ce que vous avez envie de raconter? Comment vous vous situez sur ces équilibres des mondes, du monde, des sociétés? C'est un peu comme ça, en fait, que je suis arrivé à cette conclusion-là. Mais surtout, pour finir, c'est que quand, je voudrais vraiment rétablir l'importance des mythes dans la mesure où nous avons traversé la colonisation et nos cultures ont été complètement rabaissées et nos grands mythes ont été mis comme si c'est simplement du divertissement pour enfants. Mais derrière ces mythes-là, il y a énormément de philosophie, il y a énormément de politique et il y a énormément aussi, évidemment, des leçons de vie. Et c'est tout cela, en fait, que j'amène dans ce livre. Et après, quand je l'ai écrit, c'est pas spécialement pour me dire que c'est un livre engagé, mais voilà, la lecture fait que on peut dire oui, c'est engagé. Et vous faites un lien, un parallèle en tout cas, me semble-t-il, entre les mythes malgaches, peut-être même plus largement les mythes africains, et les mythes grecs, la manière dont les uns ont été mis en valeur ou pas. Pas seulement pour les mythes grecs. En fait, il y a ce transvasement vers l'oralité et l'écriture. Et on ne se pose plus la question dans la littérature occidentale de la présence des mythes, parce que ça a été fait depuis longtemps, en fait, par beaucoup beaucoup d'auteurs. Et déjà, si vous prenez le titre de Camus, le mythe de Sisyphe, et puis il y a toutes ces figures mythiques qu'on retrouve dans le théâtre, qu'on retrouve dans des romans, etc. Et, et on retrouve aussi dans le cinéma, on retrouve dans la bande dessinée, dans les chansons. Il y a énormément de figures de la mythologie qui sont utilisées tous les jours et même de manière universelle maintenant. Et ce qui fait que je me suis dit, ce genre de travail-là, je peux le faire aussi dans ma propre culture. Et ce qui est intéressant dans la culture malgache, c'est que plus vous creusez dans la culture malgache, plus vous allez dans les autres cultures, la culture indienne, la culture de l'Afrique de l'Est, la culture de la Malaisie, de la Polynésie, la culture arabe. Et ce qui fait que rentrer dans les mythes malgaches me permet de me diversifier aussi dans les autres cultures. À ce sujet-là, vous parlez donc des différents mélanges qu'il y a
dans la culture malgache. Je crois d'une petite discussion que nous avons eue il y a 2 jours que vous n'aimez pas forcément le terme métissage. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire à ce sujet-là? Pourquoi pas dire métissage? Voilà, comment voyez-vous la chose? Ce qui me gêne en fait avec le terme métissage, c'est tout de suite on pense noir et blanc. Et noir et blanc ou asiatique, mais il y a toujours c'est comme si c'est l'homme blanc ou la femme blanche qui fait le métissage. Alors que le métissage en général, c'est des rencontres de partout. Mais en fait, mon vrai souci, c'est de dire, tout le monde dit maintenant il n'y a pas de race. Donc, s'il n'y a pas de race, il n'y a pas de métissage. Oui. Et je veux juste utiliser à la place, en fait, le terme d'échange, le terme de mélange, un mélange de culture, mélange de gens venus de tel ou tel continent, de telle ou telle réalité géophysique, de tel ou tel c'est-à-dire de tel ou tel imaginaire. Et ce sont les imaginaires pour moi qui ont pris chacun dans leur contexte, ont pris des directions différentes. Et puis à un moment donné, ça se retrouve parce que les gens voyagent, parce que les imaginaires voyagent et parce qu'à un moment aussi, dans le cerveau humain, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières lorsque vous allez... je reviens toujours au mythe de Sisyphe parce que ça me fait beaucoup penser à cela. Moi, en tant que metteur en scène et comédien, en ce moment, avec la pandémie, c'est-à-dire que on nous dit toujours bien, on va pouvoir travailler, et puis lorsqu'on arrive le temps de travailler, ça s'écroule, on recommence et on recommence et on recommence. Et aussi, ce temps de pandémie nous fait poser aussi la question, mais qu'est-ce qu'on construit? Ça s'écroule, qu'est-ce qu'on reconstruit encore et encore? Voilà, quelque part, cette question pour moi, c'est vraiment de nous dire que lorsqu'on rentre dans l'humanisme, c'est question de langue, c'est question de culture. On peut passer d'une culture à l'autre très facilement, en fait, à partir du moment où on est dans l'émerveillement, à partir du moment où on admire ce que le cerveau humain produit, où qu'il soit. Et c'est ça qui me plaît, en fait, dans l'écriture, de pouvoir me dire que, tiens, à un moment donné, je suis un personnage qui pense comme Aladdin, j'en sais rien. Et puis, tout d'un coup, je me retrouve dans le Mahabharata. Et pourquoi pas? Et c'est ça ce que j'appelle tissage, en fait. Quelles sont les possibilités qu'ont les êtres humains à inventer des choses? Merci. Gerda, Laisse Folie courir. Alors, c'est une saga familiale. Vous y retracez l'histoire de votre famille depuis, en fait, le tout début de l'histoire d'Haïti, en tout cas la partie de l'histoire qui commence avec l'arrivée de Christophe Colomb, l'invasion des Amériques. C'est un roman à 2 voix où la narration est faite d'abord par votre aïeul, surnommé Sans Cochon pour les besoins du récit, puis par vous-même qui prenez en quelque sorte la relève au sens du texte comme au sens de l'histoire. C'est un texte où le réel et le merveilleux s'entremêlent et où l'histoire très locale finalement dans un petit village de l'Artibonite en Haïti se mélange à la grande histoire qui implique Haïti, la France et quelque part le reste du monde vu l'impact que cette histoire a eu. Est-ce que c'était important pour vous de transmettre autant la généalogie des Cadostans et de Guéraud, le village où se passe l'histoire, que votre version de l'histoire avec un grand H? Je pose la question parce que vous parlez de l'histoire d'Haïti, vous la dites d'une manière qui vous est très particulière.
Oui, en effet, Laisse folie courir, c'est vraiment un livre que j'ai voulu écrire. D'abord, comme je suis en France depuis 40 ans et je me dis, bon, ma foi, personne n'est éternel, comme dit ma mère, où est mon père, où est ma mère? Voilà, je me dis, bon, un jour, ce sera mon tour. Donc, avant ce tour-là, je me dis, il y a des choses à faire. Et je voulais absolument, vu l'attachement et toute l'émotion que je ressens encore quand je parle de mon village et de toute cette famille qui est décédée, en fin de compte, en grande majorité. Et ça me revenait parce que c'est quand même un village où là, à l'époque, malheureusement, les enfants étaient pratiquement pas scolarisés. Donc, moi, j'ai eu cette chance et j'ai fait tout ce parcours-là. Et pour moi, ça me revenait et je l'ai ressenti comme ça. C'est vrai que ça fait des années que je travaille dessus. Et ce que je voulais aussi, c'était vraiment de rester dans le village. Je ne voulais pas, parce que pour moi, il y avait suffisamment de matière, en tout cas pour nourrir mon écriture, pour aller jusqu'au bout avec Laisse folie courir. Et ce choix de raconter de manière peut-être qui peut paraître un peu impertinente, vue de hors Haïti, particulièrement vue d'Europe, ce choix de dire l'histoire d'Haïti comme vous le faites, donc par exemple en retraçant les origines de votre famille, vous faites référence à un couple d'une cuisinière bordelaise et d'un Dahoméen, et on se rend compte que le côté sauvage avec des guillemets qui traditionnellement est attaché à un côté plus qu'à un autre. Cette fois-ci, vous le mettez du côté de la bordelaise. Dans un dialogue que vous inventez, vous imaginez entre la France et Haïti, vous n'y allez pas de main morte vis-à-vis pour dire ces quatre vérités finalement, pour faire dire à Haïti ces quatre vérités à la France. Ce côté, est-ce de la provocation? Est-ce naturel? Comment avez-vous fait ce choix? Est-ce que je peux dire que c'est de la provocation? Non, je pense que c'est à un moment donné, enfin, au fil de cette écriture, j'ai ressenti violemment ce besoin d'exprimer quelque chose et c'est sorti comme ça avec cette espèce de fougue, de rage en fin de compte. Parce que, en fait, ce qui m'habite, c'est surtout que cette histoire n'est pas vraiment racontée. On a l'impression que on s'est battu tout seul alors qu'il y a eu Vertières, la bataille de Vertières. Et quand on ouvre un livre en France ou un dictionnaire ou une encyclopédie, et jamais on tombe sur le mot Vertières. Alors je me dis, mais c'est pas possible, on s'est tout de même pas battu tout seul. On a combattu contre une autre troupe et c'était la troupe napoléonienne. Et ça m'a, voilà, c'est surtout ça, parce qu'en fait, pour moi, l'histoire, ça se partage. Voilà, ton grand-père a fendu le mien, moi je dirais, écrivons leur histoire. Je ne suis pas dans quelque chose d'enragé contre quelqu'un actuellement, mais juste, je voudrais que ça se raconte. C'est tellement simple quand on connaît son histoire, c'est tellement simple quand d'autres nous font la paix avec nous de raconter à peu près la même chose que nous. Mais vous voyez, ça fait vraiment complètement mythomane que voilà, je suis en train de raconter quelque chose qui concerne la France, mais la France n'en parle pas. Donc, il fallait bien, enfin voilà, ça sort comme ça en me disant, j'espère que quelqu'un va s'en emparer et va remettre les choses à leur place. Enfin, tout ce que je demande, voilà, juste que l'histoire soit racontée, que tout le monde soit en paix avec ça, parce qu'au fond, c'est ça qui manque, c'est cette paix, cette tranquillité qu'on n'a pas. Tout à fait, merci. Je passe un peu du coq à l'âne, mais il y a un point peut-être commun entre vos deux textes, Jean-Luc Rahary-Manana, Gerda Cadostin, c'est la présence des absents, la présence des morts. Par exemple, dans Tissé, le narrateur est un enfant ancêtre qui, on comprend au fil du texte, n'est en fait jamais né. On a les esprits invisibles qui sont omniprésents dans Laisse folie courir. Est-ce que vous voudriez nous toucher un mot de cet aspect-là qui est peut-être commun à la mythologie et à la réalité d'Haïti et de Madagascar?
Alors, Gerda, peut-être, vous voulez commencer? ah oui, oui, tout à fait, merci. En fait, pour moi, c'est presque la réalité, tout ce que vous appelez cette mythologie, parce que moi, j'ai vécu une partie dans ce village, j'ai vécu avec cette famille maternelle, ma famille maternelle, et toute ma vie, j'entends des choses. Donc, c'est vrai que loin de ce coin-là, on peut s'imaginer qu'il s'agit d'une mythologie, mais non, le rêve, les morts, ça fait partie du réel. Et ils sont tout aussi vivants que les vivants. Et il n'est pas rare que dans une conversation entre vivants, que quelqu'un d'autre prenne la parole. Alors, je suis désolée, hein, c'est pas du tout... c'est la réalité du pays. Par exemple, il y a les rêves. Donc, pour nous, il ne s'agit pas du tout de mythe. C'est vraiment le mort, on l'enterre, mais il est là. Alors, c'est vrai qu'il y en a qu'on convoque plus souvent que d'autres. Voyez, mais en fait, moi, je dirais que Guéraud, c'est une terre de vivants et de morts, pas morts vivants, mais de morts, mais dont les voix et les réflexions sont là, nous accompagnent les vivants et nous protègent aussi, parfois. Jean-Luc, votre point de vue Elle a pratiquement déjà tout dit, parce qu'il il y a vraiment la notion de mort et de vie qui se pose ici, et aussi la question de l'oubli et de souvenir. Je veux pas parler de l'absence, en fait, parce que l'absence, qu'est-ce que c'est? Ce sont les vivants qui vont décider qui sera absent, qui sera présent, qui va... Enfin, c'est pas que ça, mais le fait que vous avez traversé une vie, vous avez laissé quelque chose, vous avez laissé des enfants, vous avez laissé une œuvre. Vous avez ce que j'appelle une œuvre, c'est pas forcément quelque chose qui appartient à l'art ou qui appartient à des accomplissements architecturaux ou politiques, mais vous traversez une vie, vous construisez quelque chose. Et il y a forcément un héritage, il y a forcément quelqu'un qui a rencontré votre œuvre et qui va perpétuer ça dans les souvenirs prochains, qui va rendre ça toujours présent, si vous voulez. Et donc, les morts, ils ne sont plus là avec leur corps, mais ils sont toujours là avec leur mémoire. Et cette mémoire-là, on sait aussi que biologiquement, ça se transmet de génération en génération. Il y a des choses inexplicables. Ça arrive très, très souvent qu'on se dit, mais comment cet enfant connaît telle chose? Et ce n'est pas que dans les cultures où il y a cette présence forte des ancêtres, mais dans beaucoup de cultures dans le monde, il y a toujours une personne d'une génération qui hérite du passé, qui va poser plein de questions. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais l'arrière-grand-père, là, qu'est-ce qu'il a fait, ceci, cela, et pourquoi cette personne est habitée par cet ancêtre-là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est vraiment à quel endroit, en fait, on pose la question de se dire, voilà, on arrête la mémoire avec telle personne ou avec telle époque ou avec telle manière d'être et qu'est-ce qu'on reconstruit d'autre. Et c'est là la force de la tradition. On a souvent tendance à croire que la tradition, c'est quelque chose de figé, qu'on transmet toujours de la même manière. Mais non, la tradition, c'est que le présent réinvente ce qu'on a reçu et passe ça à d'autres générations. Et effectivement, pour moi, c'est vraiment important de me dire, je ne suis pas le premier à naître, mais ce qui m'intéressait, donc tu sais, et si je n'étais pas né, mais j'étais quand même présent, et qu'est-ce que je peux dire de ce temps, ou de cette période où je n'ai pas pu être présent.
Et c'est comme ça, en fait, que l'enfant ancêtre dans Tissé, eh bien, il raconte à la fois le monde des ancêtres où il se trouve et il voit ce qui se passe dans le monde. Et il est à la fois innocent et savant. C'était assez intéressant dans la mesure où on se dit ouvrir les yeux et donner à tout le monde. Mais la volonté d'ouvrir les yeux, c'est ça qui est difficile en fait, de se dire. Je reprends en fait ce que Gerda a dit tout à l'heure en disant mais c'est la réalité. Nos ancêtres sont là, ce ne sont pas des mythes. Et il y a une volonté de cette société-là de préserver cette réalité. Et donc, en étant vivant d'aujourd'hui, on accepte cela. Et il y a autre chose aussi qu'elle avait dit, la France ne veut pas raconter. La France raconte avec les historiens. Mais politiquement, il y a des prises de position, il y a des volontés politiques qui veulent ne pas vulgariser toute cette mémoire-là. Mais si vous allez dans des universités françaises, tout est là. Tout est là. Il y a des livres, il y a des archives, il y a tout là. Cette mémoire, elle est présente. Mais comment maintenant faire en sorte que ça devienne quelque chose de réel? Eh bien, il faudrait une volonté de ne pas fermer les yeux, de se dire oui, il s'est passé quelque chose en Haïti, Napoléon est allé faire la guerre en Haïti, etc. C'est aussi simple que cela, je trouve. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça en fait. Merci. Dans Laisse folie courir, Gerda, justement, à propos des esprits, donc les esprits sont très présents dans le quotidien haïtien, on les invoque, ils jouent des tours aux personnages de votre roman, mais vous laissez entendre que lorsqu'un Haïtien quitte son île, par exemple pour se rendre en France, pour s'installer en France, eh bien, le rapport, le contact avec les esprits devient plus compliqué. Alors, c'est dit avec beaucoup de poésie et une touche d'humour, mais est-ce que vous voulez faire un commentaire à ce sujet-là? Oui, c'est compliqué parce que chaque Haïtien, enfin, d'une certaine façon, en tout cas les gens des villages, mais pas que, chacun est, j'allais dire, suivi, porté, protégé par un esprit. Alors, quand cette personne, on a tendance à dire en Haïti, jamber de l'eau, ça veut dire traverser les mers, et du coup, on ne sait pas si tous les esprits ne traversent pas les mers avec leurs protégés. Ben, du coup, il y en a qui se retrouvent sans protection. Et c'est très compliqué parce que, comme souvent les gens portent en eux, enfin l'haïtien en général porte en lui quelque chose comme ça, une espèce de tribulation, à chaque fois un mot mal tombé, enfin pour lui, donc il va réinterpréter, il va dire oh, pourquoi il m'a dit ça, ah, il veut me faire du mal, enfin il y a toujours quelque chose comme ça, un rapport avec un mal qui pourrait lui tomber dessus, et tout de suite il pense à son village, oh là là, on pourrait faire des choses, sauf que c'est loin, et alors on voit comme ça, il y a des personnes qui chaque année retournent au village, dans leur village, pour justement, comme on dit, sonner le haçon, ça veut dire convoquer, invoquer, voire faire des cérémonies, petites ou grandes, à l'intention de ces esprits-là pour leur protection. Mais on pourrait aussi se dire, quand on vit en France, où on a la sécurité sociale, etc., est-ce que réellement on a encore besoin des esprits? Eh bien, écoutez, il faut croire que oui, puisque malgré la sécurité sociale et tout un tas d'autres privilèges sociaux, eh bien, d'une manière générale, l'haïtien, il doit retourner dans son village. Alors, je vois qu'on a quelques réactions et questions dans le chat. Je vois que Christine s'étonne de l'expression des morts présents. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir, peut-être Jean-Luc.
Et puis, elle a une question également sur le métissage. On reviendra dessus juste après. Oui, des morts présents, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une manière de vivre, c'est une manière de se souvenir des anciens. C'est aussi un travail de mémoire sur, comment dire, un travail de mémoire sur le moment. C'est pas en attente d'un événement, mais il y a tout un exercice de mémoire de l'oralité qui fait que il a cette capacité de se rappeler des morts. Donc, oui, ils sont présents, leurs paroles restent, même la langue que nous parlons. D'où vient la langue que nous parlons? La langue française, ça fait 2000 ans qu'elle existe et ça a traversé beaucoup de bouches, ça a traversé beaucoup de têtes, ça a traversé beaucoup de cultures aussi. La culture française n'était pas toujours la même d'un siècle à l'autre. Et ce sont ces langues parlées avant qui nous parviennent et on puise là-dedans. Et ce sont les narrations que nous avons reçues d'avant et ainsi de suite. On ne naît pas vierge. Et c'est ce que j'appelle présence, en fait, c'est avoir cette conscience que on n'a pas construit tout seul le monde. Et pour compléter, est-ce que je peux compléter la Bien sûr. réponse sur les morts? Enfin, c'était quoi, les morts vivants ou les vivants morts? Les morts présents. Les morts présents. Enfin, alors, moi, je vous raconte quelque chose. Il y a quelque temps, moi, j'ai une aïeule que je n'ai pas connue, qui s'appelait, enfin bon, voilà, je vous passe le nom, je ne vais pas compliquer les choses. Et cette aïeule, on en parle encore beaucoup dans le village. Et récemment, j'ai dit à ma mère, est-ce que tu l'as connue? Elle m'a dit oui. Ah oui, tu l'as connue? Oui, elle est venue me voir en songe. Voilà, donc en fait, ma mère a fait la connaissance de cette aïeule en songe. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui se vivent tous les jours. Donc, je ne sais pas, c'est un mot présent, c'est très important. Par exemple, cette femme, cette même aïeule, quand je suis née, on m'a donné son nom, enfin son prénom. Et le soir même de ma naissance, cette aïeule est allée dire à une tante, ah, ça faisait longtemps que j'attendais qu'on lève mon nom, enfin ça se dit comme ça, qu'on lève mon nom. Et elle était très fière, en fait, elle remerciait de ça, qu'on ne l'ait pas totalement oubliée, parce que ça faisait des années qu'elle était décédée. Vous voyez, ce sont des situations comme ça. Mm-hmm. Je vois également une question de Christine, en tout cas une réaction sur le terme métissage, qui dit, mais finalement le métissage c'est aussi une forme de tissage. Ne peut-on dissocier le mot de la couleur de peau? Je crois comprendre que Christine voulait parler du coup de métissage, comme on dit, métissage culturel. Est-ce que vous voulez réagir, Jean-Luc Gerdard? Oui, je vais réagir parce que déjà, à ma tête, on va voir que je suis entre guillemets un métis. Et j'ai jamais pensé, en fait, quand j'étais à Madagascar ou avant de venir en Europe, mon aspect, pour moi, c'était un aspect comme ça. Et ce sont toujours les autres qui vous rappellent, ah, mais vous êtes métisse, quoi? Vous êtes, et on va rappeler mes cheveux, on va rappeler pourquoi vous avez des cheveux comme ça, d'où ça vous vient, et ainsi de suite. Même chez les médecins, parfois, ils vont nous donner d'autres médicaments parce que soi-disant, on est métisse. Et donc, ou alors à la piscine, comment dire, le maître nageur va dire non, vous avez des parties de noirs et les noirs ont les os plus lourds. Et c'est comme ça que les noirs ne savent pas très bien nager.
et qu'il n'a pas de champion olympique noir. Et donc, il a toujours plein de petites choses comme ça qui arrivent là-dessus. La question de couleur revient toujours. Et évidemment, intellectuellement, on peut penser, oui, le métissage, c'est aussi de tissage, mais en même temps, métis ou pas métis, tout le monde a tissé de quelque chose. La culture française, on dit très, très bien que c'est la culture latine. Il a les termes, il y a beaucoup de choses des Arabes qui sont aussi chez les Français. Il y a les Francs, c'est pas que, ce n'était pas que en France. C'était en Allemagne, tout le monde est fait de tissage. Et donc, quelque part, tout le monde est métis. Mais lorsqu'on va utiliser le terme métissage ou un métis, ça, les gens vont toujours aller vers la question de la couleur. Donc, je ne veux pas faire non plus, je ne veux pas faire non plus celui qui ne pense que par utopie en disant voilà, on va faire en sorte que ce terme tissage ce terme métissage devienne quelque chose de toujours positif. Il y a l'histoire du monde n'a jamais. L'histoire du monde a été traversée par le refus du mélange. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Les grands massacres, les génocides, ça a toujours été à la base aussi des questions raciales, des questions racistes. Et le métis, il est toujours à cet endroit-là de se dire, on va toujours dire, il penche de quel côté? Comment voulez-vous qu'on penche de tel ou tel autre côté? Si ma mère est ici, si mon père est là, je vais pouvoir pencher de quel côté? C'est complètement absurde. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. Brièvement, Gerda, vous sentez-vous métisse culturelle? Alors, du coup. En tout cas, quand on vient d'Haïti, quand on est haïtien, on est métis, enfin métis, un peu comme dit Jean-Luc, hein, voilà, on est dans un partage de couleurs, de sens, de culture, de musique, d'art, etc. Enfin, moi, j'aurais du mal à me penser autrement que dans cette espèce de brassage du monde. Donc, tout le monde est métis. C'est exagéré que de coller ça à telle ou telle situation de personne. Non, tout le monde, on est des métis. On est nos regards, nos formes, on n'est que du métissage, tout le monde, tout le monde. Donc, soyez les bienvenus dans le monde des métissages. Alors, le temps file, mais il y a une question que j'aurais voulu vous poser et qui rejoint, je pense, une question posée par un de nos participants ici, Bernard. Vous avez tous les deux fait le choix d'une langue pour tisser, pardon, et laisse folie courir. Vous avez tous les deux fait le choix d'une langue très ancrée, respectivement, dans Madagascar pour tisser et dans Haïti pour laisse folie courir. Est-ce que vous voudriez commenter ce choix? Est-ce que c'était évident? Est-ce qu'il a fallu vous battre avec vous-même qui probablement avez appris la langue française à l'école comme principal outil d'écriture? Peut-être pas pour le Madagascar, je ne connais pas Madagascar, je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles. Voilà, comment ce choix de langue très, très typé, entre guillemets, je n'aime pas tellement le terme, mais très créole pour Gerda, et avec moins de termes empruntés au malgache dans votre cas, Jean-Luc, mais avec une ambiance très marquée par les contes malgaches. Gerda, est-ce que vous voulez commencer? Oui, tout à fait. Pour moi qui voulais vraiment ce que je voulais dans cette écriture, parce qu'on n'a pas conscience de tout, hein, on peut toujours nous poser tout un tas de questions, mais il y a quelque chose, enfin, des situations qu'on souhaite. Moi, je voulais parler de ces paysans, des paysans simples, analphabètes, qui vivent de l'agriculture. Je parlais d'eux et pour moi, il fallait que je reste là, dans ce qu'ils sont.
vous voyez, ne pas m'éloigner. Et bon, j'aurais peut-être pas pu écrire totalement en créole, mais ce français, il est aussi extraordinaire parce que du coup, j'ai pu faire un tissage, merci Jean-Luc, j'ai pu faire un tissage entre ce créole paysan, hein, un créole de la terre, un créole sans mélange, enfin sans mélange, on s'entend, hein, parce que déjà le créole est déjà beaucoup de métissage, beaucoup de tressage, et pour moi, il fallait que je reste là. Et quand je pensais à ces personnes, mais je les pensais dans ce qu'ils sont, dans leur nature, de ce qu'elles m'ont raconté, de ce que j'ai vu vivre. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'ouvrais régulièrement le dictionnaire, donc français, et bien, j'étais toujours en but avec des mots qui se terminaient en sion ou d'autres choses. Ça ne correspondait pas du tout à ce que moi, parce qu'il fallait que ce mot français corresponde à quelque chose en créole, ait quelque chose en créole, enfin une compréhension presque directe. Et ce n'était pas toujours le cas. D'où, du coup, souvent de fois, j'ai dû moi-même concocter avec plein de petits mots autres, plein de mots, quelque chose pour avoir un sens, une image, parce que je ne trouvais pas ce mot-là dans le dictionnaire. C'est normal, hein, c'est pas prévu pour ça, mais enfin, bon, voilà. Et moi, je suis ravie de ça. Et Mémoire d'Encrier, mon éditeur m'a permis aussi de publier Laisse folie courir avec son authenticité de langage. Et vous avez finalement fait le choix d'utiliser énormément de termes créoles ou inspirés de tournures, d'expressions haïtiennes, sans proposer de glossaire à la fin du livre. En fait, au départ, le manuscrit avait un lexique, mais qui peu à peu a disparu parce qu'en effet, il y avait quand même beaucoup de mots créoles, mais mon éditeur, Rodney Saint-Éloi, a fait le choix de laisser l'imaginaire créole, mais sans les mots créoles. Donc finalement, là maintenant, il a subsisté très peu de mots créoles. En tout cas, voilà, tout est compris sans avoir besoin d'un dictionnaire ou quelque chose. Oui, c'est vraiment un choix qui a été fait et qui a été quand même respecté jusqu'au bout. Il y a, voilà, on voit les paysans, on vit avec et non pas des grandes phrasés. Moi, j'adore le français très pur, mais là, non, c'était pas le cas, là. Jean-Luc, la créolité de votre texte à vous, Tissé? Disons que moi, je vais plus parler de la langue de l'émerveillement de cet enfant ancêtre, parce qu'il n'est pas là, mais il voit tout. Et au fur et à mesure du livre, on se rend compte qu'il va rentrer dans un autre corps, et c'est un corps de chrysalide. Il va devenir un papillon, et le papillon, en fait, c'est la forme avec laquelle les ancêtres apparaissent à Madagascar, où les papillons annoncent aussi les morts, les papillons annoncent aussi la visite d'un ancêtre. Donc, comment faire parler ce genre de personnage? Forcément, pour moi, il fallait aller dans l'émerveillement et aller dans beaucoup de poésie, et aller aussi dans une sorte de narration qui ne se donne pas de limite. De se dire, voilà, il a cet enfant ancêtre, il va raconter le monde des ancêtres. Personne n'a vu le monde des ancêtres. Moi je n'ai pas vu. Mais avec cette sorte de voyage chamanique de l'écriture, eh bien, j'explore d'autres manières de parler, d'autres manières de voir le monde. Et cet enfant ancêtre me permet en fait de voir aussi les possibilités des langues, parce que les langues sont sans limite aussi. Et c'est ça ce qui est incroyable. Il y a des millions et des millions de titres de livres, et on n'épuisera jamais les récits et les histoires, les mythes, jamais. Et vous avez fait le choix dans Tissé d'utiliser quelques mots qu'on devine être des mots malgaches, mais systématiquement, vous les expliquez d'une manière ou d'une autre, soit entre parenthèses avec une traduction, soit avec une explication, une périphrase. Est-ce que vous avez pensé à un moment en utiliser davantage? Pourquoi ce choix finalement de n'en utiliser
que quelques-uns? Est-ce que... Oui, parce qu'il y a des notions intraduisible. Et à partir de là, la question de la traduction se pose toujours lorsque traduction dans le sens où vous passez d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, et aussi traduction de vision du monde. Et donc, ce qui m'intéressait, ce n'est pas une traduction sémantique, mais vraiment de comment mettre des passerelles entre les imaginaires. Christine, je vois que tu interviens. J'ai presque honte de mettre fin à cette rencontre dont tout le monde dans le chat dit qu'elle est magnifique, passionnante et qu'il y a des tas de compliments pour vous. Donc, Marie-Lou, je vais te laisser dire le mot de la fin, ou peut-être à Jean-Luc et à Gerda, et puis je conclurai. D'accord, ben écoute, moi je voudrais dire mille merci, que c'était beaucoup trop court à mon sens, mais je comprends qu'il fallait bien poser des limites dans le temps. J'ai eu énormément de plaisir à découvrir vos deux livres et j'espère que vous aurez des millions de lecteurs pour ceux-là et pour tous ceux qui vont suivre et tous ceux que vous avez déjà écrits, Jean-Luc. Vraiment un grand merci pour ces belles discussions. Je voudrais dire merci forcément à la Foire du Livre de Bruxelles qui a permis cet événement. C'est un format un peu inhabituel, mais pas forcément moins bien que d'habitude. Voilà, je vous laisse un peu la parole à Gerda puis à Jean-Luc pour un petit mot de la fin. Eh bien, merci aussi à la Foire de Bruxelles pour cette invitation. J'en suis ravie. Et merci Marie-Lou, merci de nous avoir invités. Je suis vraiment très honorée parce que c'est un début pour moi avec ce livre et toutes ces invitations. Donc, je découvre et c'est magnifique. Et merci à vous et merci à tous ceux qui nous suivent. Pour ma part, je n'aime pas les mots de la fin. Un écrivain n'aime pas que les mots aient une fin. Et conclure un livre, c'est toujours la chose la plus difficile pour moi. Donc, je préfère dire il faut qu'on ouvre les mots, il faut qu'on continue à converser, il faut qu'on continue à tisser les choses. Voilà. Et merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et surtout, merci à Mémoire d'Encrier et à Sophie. Je suis très fière d'avoir mis cette rencontre au programme de ce festival, la Foire du Livre s'invite chez vous. Je vous rappelle que la rencontre a été enregistrée et que donc vous pouvez la revoir ou inviter vos amis à venir la voir à partir de la semaine prochaine, je crois, et elle sera en tout cas sur la chaîne YouTube, certainement jusqu'à la fin de l'année. Voilà, il reste encore beaucoup de rencontres à venir voir, notamment encore une rencontre sur Haïti qui sera diffusée jeudi ou vendredi. Le programme se trouve sur www.flb.be. J'espère de tout cœur vous retrouver tous les trois l'année prochaine en présentiel, comme on dit maintenant, à Tour et Taxi pour une foire normale. Mais en tout cas, cette rencontre a été vraiment passionnante et je vous remercie de tout cœur. À bientôt et grand merci à tous les participants d'être restés aussi fidèles et aussi attentifs. À bientôt. À bientôt. À bientôt.